Radio Money, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bon, maintenant qu'on a gagné beaucoup d'argent en entreprenant, on va essayer de pas en perdre trop. Ça, c'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Mon cher Thomas Binet, bonjour. Rebonjour Jean-Marie. Ouais. Écoutez, on va commencer à se poser une question. Une pension de réversion, ça sert à quoi? Et avant tout, c'est quoi? Et faut-il faire confiance aux influenceurs qui vous donnent des conseils pour investir votre argent? Vrais conseils ou arnaques? Eh bien, pour y répondre, Benjamin Chemla, fondateur de Shares, plateforme d'investissement, et Olivier Maltès, notre expert en marché financier, qui va nous parler de la valeur refuge. C'est quoi et ça consiste en quoi? Ben voilà, vous saurez tout avec Thomas Binet. Tout de suite, on commence par expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Vous en avez sûrement un jour entendu parler, la pension de réversion. Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Thomas, expliquez-nous. Alors, une pension de réversion, tout simplement, c'est une partie de la retraite qu'un conjoint décédé percevait ou aurait pu percevoir qui peut être reversée à son conjoint survivant. Il faut savoir que 8 à 10% quand même des conjoints survivants n'en bénéficient pas alors qu'ils y ont droit. C'est dingue ça, oui, il ne la réclame pas. Non, il ne la réclame pas. Incroyable. Alors si un des conjoints décède, le conjoint survivant touche automatiquement sa retraite? Alors pas tout à fait Jean-Marie, il faut en faire d'abord la demande et certaines conditions s'appliquent. Il faut notamment avoir été marié avec la personne décédée. Le pacte sous le concubinage ne suffit pas en tant que tel. Effectivement, et hors de ce cas de figure, est-ce que tout le monde y a droit? Pas forcément non plus. Pour les régimes de base, il y a souvent un plafond de ressources à ne pas dépasser. En revanche, certains régimes complémentaires n'imposent pas cette condition. Mais concrètement, on touche combien? Alors, dans le régime actuel, c'est 54% de la retraite de base du défunt. La réversion versée par l'Agirc Arrco, donc la retraite dans le privé, s'élève à 60% de la retraite complémentaire du salarié sans condition de ressources. Mais attention, cela dépend de vos revenus et parfois, ça peut être réduit, à savoir également les ex-conjoints divorcés peuvent demander cette pension de réversion. Ouais, c'est bon à savoir, il faut toujours le préparer et faire un Absolument. audit en gros complet de ses comptes. Merci beaucoup Thomas. Tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Faut-il avoir peur ou faut-il se lancer? C'est en quelque sorte ce qu'on va se demander avec votre invité. On accueille avec plaisir Benjamin Chemla. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Sur Sud Radio, vous êtes le fondateur de Shares. C'est une plateforme d'investissement dédiée aux particuliers et aux professionnels. De l'investissement par définition, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez souvent été sur Internet, vous avez vu sur vos réseaux sociaux préférés des vidéos apparaître de personnes vous proposant des solutions miracles. Benjamin Chemla, on vous reçoit justement pour mettre à jour un peu cette façon d'opérer. De plus en plus de personnes interviennent sur les réseaux sociaux, s'autoproclament, on peut le dire, d'une façon un peu rapide, justement experts en investissement. Ils prennent la parole, ils nous donnent des solutions quelquefois dites miracles. Que pensez-vous de cette tendance qui a l'air d'être bien installée aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, les Français, ils ont face à leur épargne une vraie anxiété. Il y a des études à ce sujet qui sont sorties. Je crois que c'est de l'ordre de plus d'un quart de la population en France est anxieuse face à son épargne. Et donc, l'une des solutions qui émerge, c'est effectivement d'aller sur des réseaux sociaux, de suivre des influenceurs, finfluenceurs, et de pouvoir, à leur contact, s'éduquer financièrement. Alors, finfluenceur, c'est pour la finance, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Alors, il y a des obligations légales pour les influenceurs qui prodiguent des conseils en investissement ? Eh ben, c'est bien ça le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger. Tout le monde aujourd'hui est en capacité de faire une vidéo, de la poster et de raconter un peu n'importe quoi. Face à ça, l'AMF et l'ARP, il y a 2 ans, ont créé un certificat qui permet aux finfluenceurs, donc aux influenceurs financiers, de valider un peu de bonnes pratiques et notamment de s'assurer qu'ils vont pas prodiguer des conseils qui pourraient être dangereux et qui mettent bien les warnings nécessaires. Et donc ce certificat aujourd'hui, je crois, est détenu par à peu près 1 millier d'influenceurs financiers. Ce qui n'est pas beaucoup en soi. Ce qui reste relativement faible. Oui. Alors justement, vous venez de dire un point important et je voudrais pousser là-dessus. Comment on distingue un conseil financier fiable d'un discours marketing ? C'est un bon point. D'abord, il y a un métier de conseil en investissement qui émerge et qui est en pleine croissance, c'est celui des conseillers en gestion de patrimoine. C'est un vrai métier. On devient CIF. Donc il y a un agrément qu'on obtient auprès de l'ORIAS, on s'enregistre, et à ce moment-là, le conseil peut être personnalisé.
A contrario, le finfluenceur, il est censé donner et prodiguer des bonnes pratiques, mais qui s'adressent à la masse et qui ne sont pas personnalisées. Et donc, ce qu'il faut faire, et il faut faire attention, il faut s'assurer qu'on a quelqu'un qui n'a pas un conflit d'intérêt, qui n'est pas en train de faire la promotion d'un produit spécifique parce qu'il est en partenariat. Et ça, c'est de plus en plus encadré, quand même, et fort heureusement. Et donc, on va essayer de sélectionner, si possible, et nous, on le fait chez Shares dans nos partenariats, des gens qui prodiguent plutôt des méthodologies d'investissement plutôt que des produits spécifiquement. Alors, disons-le honnêtement, on parle de la France. Et le problème de ces vidéos, c'est qu'elles viennent de partout, à travers le monde. Donc, l'encadrement auquel vous faites référence, il est hexagonal, pour autant qu'il existe d'ailleurs dans certains cas de figure. C'est toujours le problème de l'harmonisation de la réglementation au sein de l'Union. On a 27 pays, 27 régulateurs, et même s'il y a de l'harmonisation, chaque régulateur est toutefois souverain. Il y a des efforts qui sont faits en ce sens, mais on ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, il faut que nous, plateformes d'investissement, nous, solutions d'investissement, nous, acteurs, et vous êtes aussi l'un d'entre eux parmi nous, puisque vous prodiguez ici sur vos antennes un certain nombre d'informations, il faut faire de la prévention. Alors justement, est-ce que ces influenceurs ont un réel poids, objectivement? Est-ce qu'on parle d'un phénomène ou pas du tout, dans le cadre des décisions? Et je pense particulièrement aux jeunes qui n'ont pas la même courbe d'expérience, qui sont peut-être justement un peu plus novices dans la connaissance. Est-ce qu'ils ne sont pas trop influencés justement d'une manière ou d'une autre? Je pense que l'avènement de tous ces influenceurs dans la finance est une bonne chose toutefois. Parce qu'aujourd'hui, notre enjeu collectif, c'est celui de régler le défaut d'éducation financière. Ce défaut d'éducation financière, aujourd'hui, il fallait bien s'y atteler d'une manière. Et l'éducation, aujourd'hui, elle passe par l'information en ligne, elle passe par Internet. Et donc aujourd'hui, moi je vois ça d'un œil relativement favorable. On travaille nous avec des influenceurs, typiquement j'en cite un sur votre antenne qui est Guillaume Simonin, qui a écrit un ouvrage qui est très bien d'éducation financière. Je crois qu'il a dépassé les 40 000 exemplaires. Donc vous portez garant de lui, en d'autres termes, en le citant par définition. Voilà, et puis j'ai préfacé, j'ai pas d'intérêt financier, mais j'ai préfacé son ouvrage parce que je le trouve intéressant et je trouve que ce type d'ouvrage, le sien et d'autres, pourrait même être fourni à l'école, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que le développement du reach de ces gens-là est une bonne chose. Mais effectivement, le problème maintenant, et vous l'avez dit, c'est qu'il y a à boire et à manger, et il y a de tout. Donc il faut être capable de dissocier, donc c'est une bonne idée, le certificat de l'AMF, c'est un bon début. Et en revanche, du coup, ça peut participer à un mouvement favorable qui est celui de l'éducation financière. Benjamin Chemla, quelles sont les plateformes les plus influentes qui existent dans ce domaine-là? On pense tous, on les a tous en tête, les TikTok, YouTube, Instagram. Est-ce qu'il y en a une qui sort plus du lot? Ce qui est intéressant, c'est à chaque plateforme, une audience, elle n'est pas la même. On est plutôt plus jeune sur TikTok, on est un peu plus âgé, un peu plus, j'ai envie de dire, sérieux dans son rapport à l'investissement sur YouTube, par exemple, ou sur des podcasts. Donc c'est assez intéressant. Il y a différentes audiences, différents publics selon la plateforme. Elles ont toutes aujourd'hui un certain succès quand il s'agit d'influence financière. Alors justement, et ça sera mon ultime question, quels sont les types d'actifs qui sont le plus promus par les influenceurs? Alors, à ma surprise, vous savez, c'est pas forcément les actifs les plus rock'n'roll. Et notamment, il y a un actif, je pense, qui bénéficie beaucoup de l'influence financière, c'est l'ETF. L'ETF qui était inconnu en France il y a quelques années. En quelques mots, l'ETF? L'ETF, c'est un panier d'actions. On achète une valeur qui est listée en bourse et qui va nous exposer à 40, 50, 100 valeurs d'un coup. Et donc c'est les ETF qui sont le plus promus. J'aurais pensé spontanément la crypto parce qu'on en entend tellement parler. Vous avez deux catégories d'influenceurs. Les influenceurs qui ne font quasiment que de la crypto. On appelle ça les crypto-influenceurs. Et ils sont très actifs sur Twitter notamment, ex-Twitter X. Et puis vous avez d'autres plateformes et on voit beaucoup l'ETF maintenant ressortir comme bonne pratique. Donc c'est intéressant. À suivre. Merci à vous. Merci. Merci Benjamin Chemla. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Shares, plateforme d'investissement. Allez, tout de suite, on accueille notre expert. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et ce dimanche, c'est Olivier Malteste, expert en marché financier. Il enseigne la finance à Paris-Dauphine. Vous commencez à le connaître. Bonjour à vous, mon cher Olivier. Alors, avec Olivier et Thomas Binet, vous allez revenir sur la notion de valeur refuge. Oui, Jean-Marie, parce que on est dans des périodes troublées. Ça n'a échappé à personne. Les sources d'inquiétude ne manquent pas entre les droits de douane, la guerre entre Israël et l'Iran, la guerre en Ukraine toujours. Vous avez voulu, Olivier, revenir aujourd'hui sur la notion de valeur refuge. D'abord, définissons ce
qu'est une valeur refuge? Une valeur refuge, cher Thomas, c'est un actif qui a tendance à ne pas perdre de valeur et même à en gagner en période de crise ou de stress. Alors on pense évidemment à l'or ou au dollar, considérés traditionnellement comme des valeurs refuges par excellence. Alors l'or, c'est vrai, puis on en parle quelquefois effectivement dans Oser Investir. C'est certainement la première réponse qu'on aurait donnée nos auditeurs. Mais pourquoi le dollar est-il considéré également comme une valeur refuge en revanche? Pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est la monnaie de réserve, et donc on se dit que, quoi qu'il arrive, c'est l'actif le plus susceptible de conserver sa valeur. Et surtout, derrière l'achat de dollars et donc sa hausse, il y a l'idée de placer sur des emprunts d'État américains en dollars, considérés évidemment comme particulièrement sûrs. Est-ce toujours le cas, Olivier? Eh bien, ce qui est étonnant et assez marquant, c'est qu'au moment des frappes israéliennes en Iran la semaine dernière, par exemple, élément assez anxiogène, c'est le moins que l'on puisse dire, si le pétrole a fortement monté, le dollar, lui, a baissé. Alors peut-on donc en conclure que le dollar a perdu son statut de valeur refuge? Et pourquoi, si c'est le cas d'ailleurs? Gardons-nous de prendre des jugements définitifs aussi rapides. Néanmoins, ce qui est clé, c'est qu'en ce moment, la perception des investisseurs sur le dollar a changé. Le problème de l'importance de la dette américaine fait par moments surgir l'hypothèse que les États-Unis trouveraient bien pratique de transformer, plus ou moins de force par ailleurs, les dettes actuelles en une dette perpétuelle à taux nul ou presque. De quoi refroidir les investisseurs, le temps d'y voir plus clair. Merci Olivier. Merci à vous Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.